Salut les copines, salut les copains, bienvenue dans le premier épisode de Bagarre Générale sur YouTube, sur la chaîne First Team Sport, le premier podcast vidéo de MMA et de boxe et des sports de combat. Heureusement pour vous, je ne suis pas tout seul, Loïc, le monstre en gui, ceinture noire de JJB, pratiquant de MMA et fan du Glory. Bonjour Loïc. Bonjour à tous. Christian est là aussi, spécialiste du noblard, Exactement. la vraie patte de Paname et journaliste sportif chez RMC et Canal+. Bonjour Cricri, je vais t'appeler Cricri. Oh, pas de problème. Pas mal. Salut Adrien. Et pour finir les présentations, le teigneux mais sérieux, ancien pratiquant de MMA, préparateur mental de champion et créateur du podcast Fréquence MMA. Bonjour Eric. Salut Adrien. J'ai l'impression de te connaître. Ah ouais. Je ne pouvais pas avec un chico en moi. C'est par dingue. T'as un chico en moi. Ah ouais, T'es un mec dangereux, toi. T'es un mec dangereux. Merci d'être là, messieurs. Aujourd'hui, nous reviendrons évidemment sur le dernier pay-per-view de l'année de l'UFC 245 et ses 3 championnats du monde qui ont été hauts en couleur. Très très bon combat. Il y aura aussi quelques news MMA. Je crois que nous avions un envoyé spécial au RS1. Je dis RS1. Bah Ça donne une petite touche un petit peu américaine. Du one ou Même- un alors du coup? Après, c'était un événement francophone. hein. Oui, RS, c'est vrai. Mais, ouais, voilà. Mais c'était sur le Fight Non, Pass. les présentateurs Donc, parlent en anglais quand même. à voir. C'est vrai, il y avait toutes les langues. On fera une petite virgule aussi sur le MMA en France. C'est un petit peu retardé, on en reparlera. On aura le temps plus tard aussi d'en parler. On fera un crochet sur la boxe, évidemment, où on parlera de Wilder, de Fury, de Joshua, de Ruiz. Les hommes du Tous monde. ces petits garçons très sympathiques. Que des poids Et légers. si on a le temps, on ira dans le bazar général pour le quiz BG, mi-boxe, mi-MMA. On verra un petit peu qui est le plus fort. Avant de commencer, je vous rappelle les règles. Je veux de la discipline. Vous vous protégez tout le temps. Je veux des débats et des interventions clean. Et surtout, de la discipline. Je le répète, si vous parlez en même temps ou si vous vous coupez trop la parole, c'est 10 pompes. Ah, du Non coup, négociable. Ok. C'est 10 pompes Dans le non studio, négociables. 10 pompes. 10 pompes dans le Mais studio. ça va pas passer à la vidéo, on va être sous la table. C'est je m'en fous. Ouais, d'accord. Vous, La Vandame. vous pomperez. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, vous Ready. touchez les gants. Ça va commencer. C'est parti. UFC 245. On commence avec Nunes de Randami. And still, pas de Ouais. surprise à l'issue du combat. Nunes s'impose à la décision après un premier round digne d'une démonstration. Puis elle se fait un petit peu peur et elle assure. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer par toi, Loïc. Alors déjà, la petite info que moi je ne savais pas et que j'avais pas suivi, c'est que c'était un rematch. Puisqu'en fait, elles avaient toutes les deux commencé leur carrière sur ce même fight, en fait, puisque Nunes et De Randami s'étaient rencontrés pour la première fois pour leur premier combat UFC, D'accord. l'une contre l'autre. Alors Absolument. ça avait été beaucoup plus expéditif parce que Nunes avait fait un KO au premier round au bout de 3 minutes 50, donc Elle se connaissait. 4 minutes. Pour la petite histoire, c'était la seule défaite de Randami. Donc, en fait, pour le coup, Nunes a eu une défaite contre Zingano entre deux. Moi, sinon, globalement, ce que j'ai pensé de ce combat, pour moi, c'est le plus beau combat de cette carte. Je suis très déçu qu'on ait mis le main event en fight of commencer les the débats. night. Ah, je savais Voilà, je c'est là. savais que ça ferait débat. Ça va friter. Je savais que ça ferait débat, mais on parle de l'UFC, on parle de MMA, Mhm. et là on a eu un combat de MMA. On a eu de la boxe, de la très belle boxe d'ailleurs, de Randami qui est une Ça. Hollandaise, donc qui clairement vient du pays du kickboxing, et qui a très très bien fait son taf de kickboxeuse. A très bien mis en danger, mine de rien, Nunes plusieurs fois avec. Round 2, ouais. Oui, à partir du round 2. Mais juste dans le round 2. Ouais, juste dans le round 2. Après, bon, il y a eu une quasi-soumission qui était très moche, mais bon. Ouais, sur le triangle. Ok, round, Voilà, round sur 4. le triangle qui était Ok. pas très beau. On sent que c'est voilà. pas son truc. Mais- en fait, mais ça, au- c'est sûr. C'est clairement En, pas son en truc, face, c'est une de toute façon. ceinture noire. Parce que Joe Rogan Ça était va. un peu mort de rire à chaque fois qu'il y avait des phases au sol parce qu'il voyait bien qu'elle se débrouillait C'est clair. pas très bien. Mais par contre, là où je te rejoins, le premier round, je C'est pense une que démonstration. on devrait le montrer dans toutes les académies de MMA. C'est une démonstration de. C'est quoi le MMA? C'est ça. Mais qui a failli lui jouer des tours, Eric. Bah ouais, moi c'est ce que je pense en vrai. En effet, elle a un très très bon premier round à base de striking et puis après la confiance, elle va tester la takedown defense, elle l'emmène au sol, elle voit que ça passe tout seul. Donc Du beurre c'est la clé qu'elle va. c'est du beurre chaud. Magnifique Ouais. takedown d'ailleurs. Là, Ouais, elle se laisse c'est- retomber sur les C'est genoux. la clé qu'elle va utiliser Incroyable. juste après. Mais ce round-là se passe tellement bien qu'elle est extrêmement en confiance. Elle attaque le deuxième sourire aux lèvres. Est-ce qu'elle sort pas un peu Les du mains combat basses extrêmement décontractées. Elle se fait connecter sur un high kick. Ouais. Là, ça commence à sonner, le sourire Et commence à on dégager. le voit dès le coin, entre le premier et le second round,
elle est, elle est au spectacle. Elle a un tu vois smile tu d'une vois le oreille à premier l'autre. round qu'elle fait en même temps. Donc, elle a vraiment un et smile d'une oreille à l'autre, même quand elle retape au deuxième round. C'est les vacances. Il faut voir les combats qu'elle fait avant, elle n'est pas vraiment mise en danger, parce qu'en effet, je vais te rejoindre, pour moi, c'est pas le fight de la soirée, mais en tout cas, c'est certainement l'opposition la plus compliquée qu'elle ait eue dernièrement. Ça, c'est évident. Ça, c'est sûr. Et elle se prend ce coup de genou sauté pleine bouche. Exactement. Et celui-là, à un moment, je me dis, il faut vraiment quand même avoir du menton, parce qu'il tape vraiment fort. Et ensuite, très intelligemment, Nunes, elle va partir sur quoi? Elle va l'emmener au sol à chaque fois qu'elle peut. C'est simple, il y a une stat qui est sortie, elle m'a fait halluciner, c'est qu'elle fait 8 takedowns dans ce combat-là. Dans sa carrière UFC, elle en a 11. Voilà. Donc elle a quasiment doublé. Elle a attaqué tous les rounds de la même manière, c'est-à-dire elle cherche pas debout, de toute façon. De toute façon, c'était impossible de. Voilà, c'était trop dur. C'est trop compliqué. Monstrueuse. Mais là où je te rejoins sur le coup par rapport à un combat de MMA, c'est en effet un combat de MMA, c'est pas juste être debout et kickboxer ou juste c'est l'adaptation du gameplay de Nunes qui se rend compte que debout ça va être trop compliqué et qui ensuite va emmener au sol. Très intelligent, QI fight incroyable et c'est ça aussi un champion. C'est juste elle arrive à s'ajuster. Et en face, en effet, des Randami au sol, c'est extrêmement léger. À part cette petit moment de frayeur qui te fait un petit peu sursauter si tu es au milieu de la nuit. Mais Christian, un petit mot sur ce combat. On a senti que la dynamique du combat, elle a totalement tourné à partir du coup de genou. Et elle essaie à un moment aussi de passer un high kick qui ne passe pas vraiment. Mais c'est à partir de ce moment-là où tout change. Parce que avant le combat, même à l'entrée et même à la présentation, moi, la première chose qui m'a marqué chez de Randami, c'est le respect, trop de respect envers Amanda Nunes. Vraiment beaucoup trop. Et du coup, on sent sur le premier round, même si Nunes est totalement dominatrice, ça, il n'y a aucun doute, on sent que elle essaye même pas vraiment de contre-attaquer, de proposer quelque chose. D'observer un petit peu aussi pour voir comment installer. Moi, je pense qu'elle est. Moi, je pense qu'elle est sur place. Les requins blancs. Mais comment ça se fait qu'après cette pause entre le round 1 et le round 2, la vapeur est complètement renversée? Je pense qu'elle est dans un sentiment d'urgence. Elle se rend compte que elle n'aura pas forcément 10 000 occasions d'affronter Amanda Nunes ou d'affronter la numéro 1 de sa catégorie. Donc c'est all-in en round 2. Elle est obligée de faire all-in. Donc, et je pense que c'est à ce moment-là où elle lâche un peu les chevaux, elle propose des choses. Elle se renie pas, tout simplement. Voilà, elle fait ce qu'elle sait faire. Voilà, tout simplement. Et dans le premier round, c'est un petit peu ça. Elle enclenche pas. Donc elle laisse. Et l'autre, quand même, elle frappe comme un bœuf. Quand même. Elle envoie, c'est lourd. L'école hollandaise. Donc forcément, à un moment, si tu n'ajustes pas derrière, et ce qui est très fort, c'est celle qui ajuste le mieux au final, c'est Nunes. C'est vrai. Et la championne. Comme on l'avait dit, pas de surprise à l'issue du combat. Moi, j'ai envie de dire, Nunes, au-delà d'être une championne, est-ce qu'on n'a pas, pour la première fois, une première légende si, elle est GOAT du MMA? Elle est GOAT féminine sans aucun problème. Historiquement, jusqu'à présent, je trouve que toutes les grandes championnes de l'UFC, qu'on prenne Ronda Rousey, qu'on prenne Cyborg, elles avaient toutes cette étiquette. Ok, toi tu viens du judo, toi tu viens du kickboxing, elle venait de la shoot box, donc on peut pas c'est vraiment une championne. On peut pas plus de kickboxing que Cyborg. Et je trouve que Nunes, c'est la première fois, en tout cas sur cette catégorie-là, parce que chez les légères, c'était un peu plus, on arrive à en trouver des un peu plus complètes, mais sur cette catégorie-là, je trouve que Nunes, elle dépasse Holly Holmes. Et toutes les anciennes. Double championne dans les deux catégories, elle a rincé tout le monde. Et puis là, on n'a rien à dire, quoi. C'était vraiment un obstacle que j'étais vraiment curieux de cette opposition-là. Vraiment, celle-là, j'étais curieux. Et puis ça n'a pas été trop facile, donc c'était agréable à regarder. Après le premier round, je m'attendais, je me suis dit, bon, le deuxième, ça va être expéditif. J'ai même cru que ça allait se terminer dans le premier. Parce que ça a failli. Elle bouge pas, elle fait rien. Elle est vraiment comme ça. Elle a une excellente défense, par contre, c'est assez imperméable. Elle fait rien du tout. Mais par contre, elle fait rien. Il y a même un moment, je me suis demandé. Un arbitre avec un peu de zèle, ça peut arrêter. Qu'est-ce qui va se passer après pour ces demoiselles, messieurs? Qu'est-ce qui va se passer pour de Randami après cette défaite? Là, si tu prends à peu près le classement, il faut prendre ce qui s'est passé sur la carte avant. Il y a eu un très beau combat, qui s'est fini assez vite entre. C'était Vieira qui s'est fait coller par Aldana. Et donc, Vieira était 2. Donc, c'était ce qui était supposé, si elle passait cet obstacle-là, être la prochaine défense pour Nunes. À moins que Nunes remonte en plume à défendre sa ceinture plume. Et là, dans ce cas-là, on parlera d'elle juste après, mais peut-être des Randami justement contre Vieira, qui a perdu contre. Ça me paraît logique. Ça paraîtrait pas mal. Parce qu'au final, de Randami pas ridicule dans ce combat. Pas ridicule, mais de toute façon, t'as la championne incontestée en face de toi. Ce qui est bien, c'est ce qu'elle a réussi quand même à faire dans le round 2, à montrer un petit peu de danger, mais c'est vrai que le sol, c'était
extrêmement léger. Le game plan inversé chez Nunes. Trop légère sur le sol et je pense que. Pas assez complète, quoi. Non. Alors, en revanche, pour la très complète Nunes, est-ce que ça sent pas un peu la retraite, là? Non. Non, elle n'a pas l'air. Bah écoute. Je vois Christian. Christian, il est. Christian qui lève les mains. On sait qu'elle est au Bellator maintenant. Ouais. Mais moi, je veux revoir face à Cyborg. Un crossfight Je sais pas. Il aura, à mon avis, comment c'est possible. C'est pas possible. Ah oui, ça voudrait dire que l'UFC donne de la lumière au Bellator et ça me paraît complètement impossible. Je sais pas de combien de temps. Ah non. Non. Non, ça c'est surtout mort, pas. ça n'arrivera pas. Je sais pas pour combien de combats elle a signé avec le Bellator. On l'avait eu avec Askren. Si c'est pour une durée plutôt courte, pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Ça vous intéresserait pas de revoir? Bien sûr, mais c'est dans pas l'opposition possible. si, mais dans la faisabilité des choses, vu comment ça s'est terminé entre l'UFC et Cyborg, et vu comment ça se passe entre l'UFC et le Bellator. Non, parce que toi tu parles de Ben Askren. Ben Askren, après le Bellator, est parti au One. Donc c'est One et UFC. Donc avec le Bellator, non, il n'y a pas de, il y aura pas de pont. Entre les deux. Elle a un très bon contrat au Bellator, Cyborg. Okay, voilà. Même si elle le souhaite, elle de là-bas, elle peut toujours dire ouais, j'ai vraiment envie de Nunes. Oui, mais fallait rester. Voilà. Enfin, moi, à la limite, je préférerais voir un Holmes Cyborg qui, d'après moi, me paraîtrait une confrontation. Ouais, mais vous êtes qu'en fait que sur des combats qui peuvent pas se faire. Ouais, je suis d'accord. Pardon, ça peut se passer. On fait des Et puis au final, on était en train de parler d'une potentielle retraite de Nunes. Là, on est en train de parler de Holmes. En fait, Nunes, elle a rincé tout le monde et on sait que personnellement, elle est en train de vouloir faire un bébé avec son amoureuse. Donc, c'est pas elle qui sera enceinte. C'est pas elle qui sera enceinte. Voilà. Néanmoins, elle a dit vouloir accompagner Nina Ansaroff dans cette aventure. Mais je pense qu'en effet, en plume, le seul challenge que tu peux imaginer, c'est peut-être Megan Anderson. Et puis après, en effet, là, qu'elle prenne Irene Aldana, voilà, en coq. Voilà, si elle a encore envie de combattre, il y a des oppositions. Maintenant, on va pas se le cacher. Elle est largement au-dessus de tout ce que tu vas lui présenter. Si elle est sérieuse, est-ce que c'est pas le problème des féminines? En règle générale, où je trouve que tu as rapidement en fait des profils qui s'élèvent très largement au-dessus du lot et c'est très difficile à certains moments. En fait, tu vas avoir ce profil qui va être très au-dessus du lot et il va falloir attendre à chaque fois 2-3 ans. Chez les pailles, t'es encore bien. Pailles féminines, t'es encore pas mal quand même. Je te rejoins en partie parce que moi je pense que c'est des choses qui arrivent chez les hommes comme chez les femmes. C'est-à-dire, Nunes, elle est à un niveau où on est sur quelque chose d'exceptionnel. Elle est au sommet. Il n'y a pas plus. Elle pourrait continuer de battre des candidates pour son titre. Elle continuerait à les écraser. Non, mais j'ai tamisé. D'accord, très bien. J'aime bien quand tu parles. Je remets parce que ça te gêne. Pas trop. Non, mais je veux que tu te sentes bien. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les sports de combat, il y a ce moment-là dans une carrière d'une très grande comme Nunes, c'est qu'elle est au sommet et elle peut difficilement faire beaucoup mieux. Soit il y a quelqu'un qui s'élève à son niveau et qui... et on a du mal à voir qui. On a du mal à voir qui. Soit il y a quelqu'un qui s'élève à son niveau et qui, là-bas, il a des trônes. Soit, comme tu as dit, la retraite. On va enchaîner un peu sur le Common Event du 245. Holloway contre Volkanovski et New sur ce coup-ci. L'Australien surclasse l'Hawaïen jusqu'à la décision. Prestation maîtrisée avec un énorme volume de coups et un low kick destructeur. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, Eric, tu vas commencer. Je sais que tu as bien aimé ce combat. Oui, parce que je suis un gros fan de Volkanovski. Oui, je sais. Depuis qu'il est arrivé du UFC, c'est vrai que l'ancien rugbyman. C'est vrai que c'est un fighter que j'aime énormément. Non pas que j'ai pas d'affection pour Holloway, mais vraiment, si je voyais vraiment quelqu'un pouvoir faire chier Holloway, Volkanovski, pour moi, c'était un poison. Et en effet, un combat incroyable avec une sérénité. Pourtant, un Holloway qui démarre son combat, pas en mode diesel comme d'habitude, il attaque fort, mais en face, grosse sérénité chez Volkanovski. Dans un fauteuil, dès le début. À assaisonner en low kick. Alors, c'est simple, dans le combat, il en a envoyé 70 ou un truc dans le genre. Plus de 70. Ou 72, sur les 3 premiers rounds, j'ai vu qu'il a battu le record de 46 low kicks en 3 rounds. C'était avant de 44, mais j'ai pas réussi à avoir la stat complète. Au-dessus de 70 sur tout le combat, et c'est un record. Oui, c'est monstrueux. Non, mais ce qui est fort, c'est que il y a du brise, donc jambes avant, en intérieur-extérieur. Donc ça, déjà, c'est incroyable. Il est extrêmement explosif. Il a un timing pas possible avec sa boxe. Et là où je trouve ça fort, c'est qu'il force quelque part Holloway à changer un petit peu sa stratégie. Du coup, même Holloway, quand il essaye de changer de garde, il lui repète l'autre jambe. Donc en gros, il lui a brisé les 2 appuis.
Et en fait, il force Holloway à tirer en ligne. Oui. Et donc, du coup, il est beaucoup plus lisible. Ce qui fait là, le mouvement, pour le coup, sur 5 rounds, il s'efface petit à petit et ça devient, comme tu l'as dit tout à l'heure pour Nunes, du beurre pour Volkanovski. Même si on a des rounds serrés, le deuxième round est serré, mais de manière générale, le timing qu'il a, même quand Holloway chargeait un petit peu, avait des succès en phase, en striking, l'autre, il lui renvoie le double derrière. On n'a jamais senti Holloway dangereux dans ce combat. Jamais. Non, et Holloway aussi, alors, à voir aussi avec les low kicks sur les appuis, mais aussi, j'avais pas l'impression que c'était la meilleure condition de sa vie, parce qu'il n'a pas, à un moment dans le combat, où tu sens qu'il passe au-dessus. Et moi, c'était mon équation pour Volkanovski aussi. Est-ce qu'il avait le jus pour tenir jusqu'au bout face à un mec qui est réputé pour être une machine Et c'est le cas. Ça a été le cas, là. Il y avait une très très grosse machine. Moi, il m'a fortement impressionné. Je savais qu'il était fort, mais là, oui, grosse démonstration. Loïc, ton point de vue sur ce combat ? Alors c'est bizarre, mais moi, j'avoue que j'avais jamais trop suivi Volkanovski. J'ai un peu découvert, sur ces 3 derniers combats, parce que mine de rien, il a quand même tapé Aldo et Chad Mendes. Quand même, il les a bien battus. Moi, ce qui m'a impressionné sur ce combat, c'est le taf qui a dû être fait en amont sur l'analyse des combats de Holloway. Tu sens que la team de Volkanovski, je vais avoir beaucoup de mal, de Volcano. Du petit volcan. La team de Volcano, elle a dû passer des heures à décortiquer les combats d'Holloway et il est vraiment arrivé avec la meilleure stratégie pour battre Holloway. Alors moi, je suis très triste parce que Holloway, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Il a une excellente éthique sportive et j'aime beaucoup. Garçon très attachant, puis il y avait son petit garçon dans la scène. Il y avait son petit garçon à chaque fois. Il est toujours comme ça. Et à chaque fois, il y a ses enfants, même en conférence de presse. Je trouve que c'est un très très bon bon exemple. Je pense que Volkanovski, il est un peu moins connu du grand public parce que je pense que les 2 tiers de ses combats, il les a gagnés par décision, ce qui est en règle générale plus difficile pour te faire un nom dans le sport business que quand tu fous tout le monde KO ou que sur tes premiers combats. Parce que quand tu regardes son palmarès, le mec, il a tapé quand même des noms. Il a tapé des gros noms. Il a une marge une ascension depuis 3 ans. Il a vaincu surtout. Il a vaincu. Malheureusement, du coup, Holloway, ça lui fait 2 défaites sur ses 3 derniers combats. Alors, faut mettre entre parenthèses quand même la virgule qu'il fait quand il monte en léger contre Poirier. Sinon, il est sur un run incroyable en plume. Non, bien sûr. Et Volkanovski, lui, était sur 17 victoires de suite. Donc tu vois, ça te place un truc. Il a une défaite, mais il faut remonter. C'est un truc de ouf. Et puis une belle phrase d'Holloway à la fin, qui est très très fair play et qui dit qu'il va revenir encore plus fort. On espère qu'il va revenir. Je vois pas comment c'est possible parce que le top de Holloway, je parle pas de ce combat-là, mais avant, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et oui, Volkanovski a l'air bien installé là avec la ceinture. Ce serait une revanche, moi, m'exciterait beaucoup. Oui, on partirait là-dessus. Après, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce qui va se passer après pour Holloway du coup ? Est-ce que lui va se concentrer sur une revanche qui serait, selon moi, méritée, vu la legacy et le nombre de défenses de titre qu'il a assuré avant, ou est-ce qu'il va y avoir autre chose, à votre avis ? Je pense qu'il va y avoir un rematch. Dana White a parlé de rematch en Australie. Ce serait très intéressant, et ce serait hyper intéressant de voir Volkanovski dans la peau du chassé. Oui. Parce que là, c'est pas pareil, on est bien d'accord. Volkanovski, il était dans la situation du mec qui arrive au point où c'est make or break. Et le challenger. Et il fait un combat magnifique. Moi, j'ai trouvé très carré, vraiment très précis. Et puis, il sortait pas du trait, quoi. Le game plan à la virgule. Il a fait aucune erreur. C'est prépa physique. Ne coupez pas trop Christian. Sinon, je vais pomper. Sinon, tu pompes, attention. Ça va mal attention. Non, mais moi, je me suis noté un truc très important et qui m'a beaucoup surpris. C'est Holloway, attentiste. Je l'ai trouvé attentiste sur le combat. Alors, pas sur tout le combat. Est-ce que c'est pas un peu son style aussi ? C'est toujours un peu diesel, non ? Mais pas sur 5. C'est-à-dire qu'à un moment, normalement, il passe la deuxième. Il démarre pas, quoi. Et là, il démarre fort, il est cassé dans son élan. Ce qui me fait dire ça, c'est le manque de solution face au low kick. Il a trouvé vraiment... Il ne savait pas quoi faire. Et ça se sentait... Enfin, je sais pas si... il a tout mangé, il a rien contré. Sur son visage, à chaque low kick, on sentait que... Il me met en difficulté, je sais pas comment répondre. On sait que c'est un peu l'autre de ce sport aussi, les low kicks sont très peu souvent défendus. J'ai trouvé ça très bien de la part des arbitres, qui prennent ça en compte. Ouais, mais c'est un truc qu'on a dans le MMA qui est quand même hyper récurrent. Des juges, tu veux dire ? Des juges, les low kicks ne sont pas défendus, alors forcément, quand on a un mec comme ça en face
qui assaisonne, ça te flingue un combat, t'as plus d'appui, quoi. Et tu parlais justement de travail en amont sur Holloway. Je pense pas qu'il y ait eu le même travail sur Volkanovski, puisque c'est une de ses armes. Oui, visiblement. C'est quand même un de ses gros atouts. Ça n'a pas été préparé de la même manière. Holloway, quand tu regardes physiquement, tu vois vraiment que la moitié de son corps, c'est ses jambes. Quoi. Je veux dire, nous, bien sûr. Mais je veux dire, quand tu regardes Holloway, clairement, le mec, il y a une très grosse partie de son corps. Il est long, il est grand, il fait 1m80. Hein. Il a des très grandes jambes et il a un peu une garde à la Anderson Silva, donc avec la jambe très très devant. Quoi. Ouais. Donc c'était vulnérable. du pain béni. Genre, de toute façon, les low kicks, le premier round, tu vois qu'il se prend 1000 low kicks, là, tu dis. Donc la suite pour Holloway, aussi bien que pour Volkanovski, ce serait une revanche en Australie. Ouais, franchement. L'Australie, on aime bien, parce que ça nous fait des bons horaires pour nous en France. Hein. Ce serait parfait. Du coup, on va passer au main event. Kamaru Usman contre Colby Covington. Je vous laisse parler parce que... là, N-Steel, le champion en titre, inflige une belle petite correction et on voit mon sourire que c'est pas fait pour me déplaire. Au champion intérim. Tout le monde est content en s'imposant par TKO. Faut pas me couper, tu vas pomper, Loïc. En s'imposant par TKO au début de la dernière minute d'un combat plutôt serré quand même. Peut-on parler d'une victoire mérité de l'homme que j'ai rebaptisé Kamaru Usman? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Pour moi, oui. Explique-moi tout. Même si, attends, je vais commencer par, avant de parler du combat en lui-même, je vais commencer par dire que j'ai trouvé quand même assez injuste tout ce qui s'est passé après, notamment sur les réseaux sociaux. Tout le monde qui s'est mis à sauter à pieds joints sur Covington. Alors, on n'aime pas, ça, il y a pas de problème. Moi, je n'aime pas spécialement. Il a cherché. Est-ce que tu es au courant de tout? Oui, j'ai suivi quand même un petit peu l'histoire. Évidemment, Covington, je peux comprendre que ça fasse plaisir à tout le monde, mais j'ai trouvé ça un peu facile de venir après coup et voilà. Surtout après son combat. Voilà. C'est vrai qu'il fait pas un combat de merde. Covington fait une entame de combat incroyable. Oui. Je l'ai trouvé très intense, un pressing incroyable. Je pense vraiment très très fort. Les deux premiers rounds, ils sont pour lui. Ils sont pour lui. Ah oui, totalement. Même si c'était très serré. Non, ils sont pour lui. Non, je te laisse poursuivre. Je regarde on a Ousmane qui reprend bien la main aussi. Non, mais restons sur un peu. On peut rester un peu sur avant de pomper. Est-ce qu'on peut rester juste un tout petit peu sur les deux premiers rounds? Restons sur les deux premiers rounds. Non, mais il est sur ce qu'il a monté précédemment, c'est-à-dire énormément d'intensité, du volume, et il ne laisse jamais Ousmane s'installer dans le combat. C'est-à-dire qu'Ousmane n'est pas à la rue non plus. Il a des bonnes répliques, il touche dur, mais l'autre il lui met 3-4 fois plus. Des bons déplacements aussi. Donc il est assez impressionnant là-dessus. Et très sincèrement, quand on a fini le deuxième round, je vois pas comment Ousmane s'en sort. Parce que jamais il tente d'emmener au sol. Donc il n'y a pas de lutte, on est sur un pur combat de kickboxer. Moi, ça m'a beaucoup surpris. J'allais donner mon avis sur ce combat. Il a peur de pomper. Ça y est, le respect s'installe. Ça, je suis content. Mais on a un combat d'une intensité extraordinaire. Beaucoup plus intense. C'est un combat de dingue. Loïc, pour moi, c'est un des combats de l'année. Alors, je vais juste vous montrer. Ça, c'est pour les deux autres combats dont on a parlé. Ça, c'est pour le main event. Ah, d'accord. Tu m'expliques, parce que. Moi, je sais que c'est clairement pas l'avis général, mais je vais pas vous mentir, je me suis fait chier pendant ce combat. Oh putain. J'ai détesté ce combat. Comment c'est possible? Non, mais parce que il a pas le droit de pomper pour dire un c'est un combat. C'était un très beau match de Glory, quoi, mais c'était pas un combat de MMA. Il a pas le droit de dire un truc. Il y a eu moins de 10 secondes de clinch. Bon, Loïc, tu pompes. Il y a eu. Je crois que c'est. Non, il y a eu. Non, mais d'accord. Tu donnes ton avis, tu pompes après. Non, mais tu peux pas. Je pomperai avec plaisir. J'assume mes idées. N'est pas un bon combat. Et donc, si tu vois un super bon combat qui se tourne en grappling, c'est pas un bon combat de MMA pour toi parce que les mecs sont en train de grappler au sol. Pareil, si je vois vraiment que c'est trop, que tout le combat se passe au sol et qu'il n'y a rien. Mais tu peux pas faire 5 minutes de ça, 5 minutes de ça, 5 minutes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est là, on est quand même sur des combattants qui sont tous les deux très complets. Et on se retrouve sur un combat qui est 100%. Il y a zéro clinch, zéro tentative. On est sur deux gros lutteurs. Ils s'annulent la lutte en allant se boxer derrière. Mais ils n'ont pas lutté. Mais non, mais oui, ils savent. Ils ont juste coché la case. Genre, ok, on s'annule. Dis pompe, Loïc. Allez, c'est parti. Je suis désolé. Non, mais il a droit. Je suis désolé d'en venir jusqu'ici, mais là, à un moment, on arrête les bêtises. Ah, il est fait avec les mains. Ok, il est sport. Non, mais ça, vraiment, ça m'intéresse. Mais ça veut dire,
Attends, t'as pas trouvé cette intensité incroyable de Kamaru Usman qui se sert aussi un petit peu de la baisse de régime, faut dire ce qui est de Covington dès l'entame de la 3e, qui permet à Usman de s'installer. Il est beaucoup plus à l'aise là, il trouve son range, il arrive à frapper dur. Et puis c'est là non, mais en boxe, c'était un très beau combat, mais moi c'est pas ce que j'attendais. Tu vois ça que je veux dire. Il y a eu du kick, on a eu de l'intensité. Il y a eu très peu de kick. Non mais à Usman il a envoyé la frappe quelques fois quand même. Non mais attends. Non, en termes de kick, alors j'ai pas les stats sous les yeux. Ça s'appelle bagarre générale. C'est pour ça que c'est bien trouvé. Sans parler en stand, on a eu un combat d'une intensité incroyable. Alors c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a eu une belle bagarre. C'était technique. Ah non, mais attends, encore une fois, j'ai absolument pas dit. Ce qui gêne, c'est que ça a été trop debout pour toi. Mais c'est qu'en fait, ils ont passé le combat à 1 mètre l'un de l'autre. Alors ils se touchaient, il y avait du jab. Non mais laissez-moi. En fait, moi je te trouve vachement dur. Je suis vachement dur. Mais oui, mais parce que j'attendais tellement de ce combat et que. Tu sais qu'on aurait pu se taper une purge insensée de clinch contre la cage, un truc dégueulasse. Je sais, mais franchement, j'ai été déçu de voir que. Alors, oui, je suis un peu mauvaise langue parce que des fois, il y a eu un peu de Krav Maga entre les doigts dans les yeux et les coups dans les parties. Fausse. J'allais au niveau du nombril, c'est sacrément un peu bizarre. Si toi, t'as les burnes au niveau de l'appendice, en effet, un truc. Attention. Oui, on a eu de la comédie. My gender. Alors que le high-poke, lui, était vraiment bien dégueulasse. Non, par contre, là, il y en a eu 3, je pense, des high-poke. Il y en a un très beau. Le doigt est vraiment bien rentré. Mais la pénétration digitale. Le truc qui était vraiment, est-ce qui m'a empêché, j'ai envie de dire, de regarder Téléfoot que j'avais 2 mètres plus loin sur ma télé. Ok, on parle avec ce genre de mec. Moi, je ne juge pas. Moi, je ne juge pas, Louis. Il n'y a pas de souci. En vérité, tu sentais qu'il y avait la haine entre les deux. Et ça a quand même entretenu mon envie de regarder le combat. Parce que les mecs, tu sentais qu'ils se détestaient. Et là, justement, ils se sont foutus sur la gueule. C'était au 2e round qu'il se fait casser la mâchoire ou 3e round. Il fait 2 rounds avec la mâchoire cassée. Encore une fois, la fin, magnifique. Enfin, et pour moi, il n'y a rien à dire. Tiens, justement, c'est moi qui vais te couper parce que moi, je peux pas pomper. D'ailleurs, les garçons, je voulais qu'on revienne quand même sur quelque chose. C'est l'arrêt de l'arbitre. Trop tôt, pas trop tôt, normal, pas normal. Écoute, j'aurais pas été contre quelques petites secondes de plus. Parce que t'es un pervers, toi. Ouais. Mais Christian. Un guerrier a toujours le droit d'avoir quelques secondes de plus, donc je pense que j'aurais aimé voir un peu. Pervers aussi, Loïc. Moi, sachant qu'il y a la mâchoire cassée, sachant que, vu la tronche que fait, oui, parce qu'il a abîmé, que fait notre ami Covington au moment de se prendre la pluie de coups par Usman, moi, je pense que j'aurais laissé 2-3 secondes de plus. Pas beaucoup plus. Oui, parce qu'en gros, il reste un peu moins d'1 minute de combat. Ouais. On est à 2 knockdowns consécutifs. Ouais. Pour moi, c'est terminé. Hein. Même si on était à 2-2 avant le combat, moi, je vois pas comment il peut se relever. Je suis d'accord. Après, au vu de l'ensemble du combat, au vu du combat de dingue aussi qu'est en train de donner Covington, on est sur un championnat du monde. En effet, tu dis, on arrive à l'approche de la 5e, on peut dire qu'on est sur un 2-2. Un tout petit peu de plus, quoi. Mais après, je suis d'accord. Histoire de devoir dormir. Non, mais parce que tu sais que, en plus, Covington, moi, je l'aime pas, mais j'adore le détester. Donc, tu vois, je le vois. Un petit peu de plus, c'était. Qu'est-ce qui va se passer après pour les 2 combattants? D'abord Covington. Déjà du repos. Mauvais perdant, Covington, qui reste dans son personnage. En même temps, on change pas une équipe qui a gagné jusque-là et qui perd maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer pour Covington? Après le repos, je sais qu'apparemment Dana White a laissé sous-entendre qu'il serait intéressé par un Woodley Covington, qui sur le papier est pas mal. Oui. Mais on sait aussi que Woodley potentiellement pourrait être sur la carte de l'UFC Londres contre Leon Edwards. Leon Edwards est d'accord, Woodley n'a pas trop envie de traverser l'Atlantique. Donc voilà, mais potentiellement, moi, en effet, c'est un combat qui m'intéresse. Il a juste, en effet, on peut le détester. Il a juste confirmé une chose, et je pense qu'on est tous d'accord. Il l'avait déjà fait avant, mais c'est le top gratin de la catégorie de welter. Il est insupportable, mais en tant que fighter, c'est. Faut insister. S'il n'a pas la baisse de cardio, je vois pas comment Usman s'en sort. Ouais. Les garçons, pour Covington, pareil. Le repos essentiellement. Covington d'abord. Grosse période de repos parce que.
forcément. On en parlait juste avant, mais c'est vrai qu'avec la mâchoire cassée, je pense qu'il va déjà être à l'arrêt pour 6-7 mois. Peut-être moins, je pense. Bon, ça dépend en fait, à mon avis, de la fragilité de la fracture, voire. Oui, il faut voir la nature de cette fracture. Parce que c'est un peu le danger des fractures sur le visage, c'est que tu as intérêt à ce que ça se remette bien, parce que sinon c'est. On le voit bien sur un des ralentis, la mâchoire partir. Tu vois, il y a des photos où tu vois, il est difforme. Lui-même, quand il retourne dans son coin, il le dit à son coach. Je pense qu'il m'a cassé la. Il le dit. Non, il dit. Je pense que j'ai la mâchoire cassée. Oui, il a encore 2 rounds. T'imagines Il tient 2 rounds. T'imagines le délire à quel moment on parlait de gratin. Là, tu sais que t'es sur un combattant pro. Il l'a dit dans son tweet d'ailleurs. Il a dit quand il parle mal de l'arbitre en disant moi, je suis venu ici pour tuer ou me faire tuer. Quand au bout du 3e round, tu dis à ton équipe j'ai la mâchoire cassée, j'y retourne. Là, je pense que c'est pas que des paroles en l'air. Après, c'est pas le premier, mais en même temps, c'est pas lui qui décide s'il va tuer ou il va se faire tuer. On doit aussi faire attention à la santé des fighters. Et là, très clairement, en tout cas, moi, de mon point de vue, le combat est terminé. Oui, non. Il y avait pas autre chose à faire. On a vu pire. Pour Ousmane, c'est quoi la prochaine étape? Sportivement, on va dire Jorge Masvidal. Ouais. Sauf que Jorge Masvidal est peut-être sur d'autres dièses type McGregor. On va attendre de ce qui va se passer dans les annonces Masvidal de combat. préférait un money fight plutôt qu'un sport fight. Voir un Nick Diaz. Et je pense qu'il aurait peut-être été plus excité par la possibilité d'aller chercher le titre si ça avait été Colby Covington. Enfin, oui, parce qu'il y a bien. Ancien partenaire. Oui, c'est pour ça que je voulais Covington, même si je peux pas l'encadrer. Je voulais Masvidal Covington. Il faut savoir qu'Eric a quand même des amoureux dans le MMA dont Jorge Masvidal et à l'UFC. Donc on les découvrira au fur et à mesure des émissions. On dit juste Masvidal. Voilà. Mais c'est clair que Covington, Masvidal, sur cette catégorie-là, je pense que tu es sur le main event des main events. C'est en termes de la hype de haine, c'est pas mal. Attention, on parlait en même temps, ça va pomper les gars. Pardon. Attention, c'est ça Loïc de parler. En parlant de il y a vraiment, je pense que pour réussir un combat, il faut que tu aies cette espèce de hype autour de ce combat. La haine entre deux combattants, généralement, ça aide à faire monter la sauce, etc. On sait que Masvidal, c'est une grande gueule, Covington, c'est une grande gueule. Il commence déjà à se clasher sur Twitter. C'est magnifique à voir. Ça va super bien. Mais d'ailleurs, moi, ça m'avait étonné d'Ousmane. Bizarrement. Enfin, je m'attendais pas à ce type de... Non, il y a eu trop d'avant. Il est allé loin. Il y a eu trop d'avant. Je suis d'accord. Non, mais encore une fois, je suis d'accord. Mais ça m'étonnait du personnage qui soit rentré autant. Parce qu'ils avaient quand même failli se foutre sur la tronche. Sur l'interview qui était d'ailleurs juste après le combat de Diaz, si je dis pas de bêtises, ou il y avait une interview télé, aussi, le backstage de l'UFC où ils étaient à deux doigts de se foutre sur la tronche. Ali Abdelaziz. Et puis après le dernier combat de Covington, où il y a Rashad Evans en plateau. C'était chaud. Oui, c'était celui-là dont je parlais. Un peu scénarisé, je pense. C'était pas quand il enlève un petit peu la veste comme ça, Kamaru. Après, très sincèrement, Covington sera pas loin après un autre fight. Si Ousmane a toujours la ceinture, ou même sans ceinture, les deux pourraient se retrouver dans le futur. Je pense qu'il va y avoir un rematch. En tout cas, vu les blazes, vu les niveaux, ce sera forcément des combats qu'on aimerait regarder. Donc on se fait pas trop de soucis là-dessus. On va passer maintenant un petit peu aux news. Et on avait un envoyé spécial sur place à Dakar, au Sénégal, à côté de Lisbonne. Très très belle production pour le RS1, une diffusion live sur de la main card sur Fight Pass, et carton plein chez les Français engagés, sauf pour le franco-marocain Sofiane Boukichou qui est tombé sur un os. Oh putain. Lui, je l'ai vu toute la semaine, il prend toute la table de l'argent. Rug. Le lutteur sénégalais Rug qui n'a fait un petit peu qu'une bouchée de Sofiane, malheureusement, pour Sofiane. Et pas de bol non plus pour la franco-marocaine Rizlen Zouak, qui a vu son combat annulé après quelques secondes après qu'il a démarré. C'est vraiment pas de bol pour Rizlen entre les adversaires qui déclarent forfait peu de temps avant et là maintenant la météo. Mais là pour la santé des fighters, c'était pour le sol glissant à cause de l'humidité. L'event avait lieu en extérieur. La nuit est tombée, l'humidité est apparue et donc sol glissant, les fighters pouvaient pas arrêter debout, ça glissait. Non, il faut savoir qu'en plus les prélims étaient placés pour des questions d'horaire de Fight Pass, donc c'était à 19h heure locale, 20h heure française, déplacés après la main card. Donc ce qui fait que vraiment là il était assez tard et ça faisait déjà 2 combats donnés de prélims avant où c'était très tendu pour les fighters. Donc en gros là, vu qu'en plus Rizlen, ancienne judokate, bosse beaucoup sur les projections, elle pouvait se faire les croiser
croisés faciles. D'ailleurs, merci aux États-Unis et au Fight Pass, parce que si jamais ça se passe pas comme ça, c'est la main card qui est annulée. Là, c'est pas donc, le même. ils ont eu des creux. D'ailleurs, on le voit sur le combat de Taylor que son adversaire brésilien, à un moment, demande l'arrêt du combat. C'est pas pour l'arroser. C'est de la chose. C'est la flotte et tout en bas, ils essuient mal le coin entre les deux rounds, donc ils demandent à. Ok, autant pour moi alors. Non. Je sais qu'il arrête. Non, là, ça. Il y a de l'eau. À ce moment-là, ça. Petite question, Adrien, si tu me le Oui, permets. je vous le permets. Question à notre envoyé spécial. Rizlen, comment mentalement on se remet d'une énième annulation? C'est-à-dire que j'imagine qu'elle met beaucoup dans sa préparation, que ce soit mentalement ou physiquement. Comment est-ce qu'on se remet de ça et comment est-ce qu'on repart au combat? Alors, on partageait le vestiaire tous ensemble. Moi, en effet, j'étais avec Damien et Taylor Lapillus. Et c'est vrai que ça a été une énorme déception de son côté. La bonne nouvelle, elle est tombée aujourd'hui, c'est qu'elle est rebookée pour le RS2 contre Jamila Sandora. Le 21 mars, et avec le recul, on en a pas mal discuté, et elle prend conscience aussi qu'elle aurait pu se flinguer un genou là-dessus. Oui, bien sûr. Donc tu fais la part des choses, ils reçoivent quand même une partie de la bourse, quand même, c'est pas ingrat, donc tout va. Mais le plus dur, c'est-à-dire qu'elle touche le combat, ça démarre, mais d'entrée, elle te l'explique après, c'est que sur les premiers appuis, c'est une patinoire. C'est vraiment une patinoire. Elle glisse, elle tombe, et c'est là que l'arbitre cut on est sur une le combat et vraiment. dit c'est terminé. Comme je le disais, carton plein pour les Français. Damien Lapillus en léger, TKO à la fin de la seconde reprise. Le franco-dagestanais Nassourdine Imavov en welter, TKO round 1. Bon, lui, il n'est pas venu pour enfiler les perles. Le boucher, je crois qu'on a trouvé son nouveau surnom, c'est le boucher. C'est ça. Là, c'était une... sniper, Grégory Baben en moyen, triangle choke, round 2. Et enfin, Taylor Lapillus en coq, décision unanime avec une super belle copie. Il y avait un autre Français, je crois, il m'échappe, franco-nigérian, si je dis pas de bêtises. Eric va nous trouver ça. Pendant que vous cherchez, juste signaler que Baben a réussi la première victoire par soumission de l'histoire de l'ARES. Voilà. Oui, qui était une soumission très très bizarre, au passage. C'est clairement pas académique. Alors le professeur de jiu-jitsu que je suis, vas-y, dis-nous. Le monstre en riz. J'ai pas compris pourquoi il a tapé l'adversaire, parce que clairement le triangle il était au niveau costaud, de la cheville. Il est costaud. La pression sur ces points-là. Voilà. Si je peux revenir moi sur le, en général sur ce qui s'est passé ce week-end à Arès, je suis ultra agréablement surpris de cet événement qui est magnifique. La production était démentielle. Incroyable, vraiment à l'américaine. Complètement. Les combattants, ils étaient tous exceptionnels. Je dis pas ça parce que je m'entraîne avec il y avait du gros niveau. Beaucoup de ces mecs-là, mais clairement, je trouve que ce soit Nassourdine, que ce soit les frères Lapillus ou Grégory Baben, on a vraiment eu affaire à des combattants qui ont pu exprimer leur style de combat. Et moi qui les connais personnellement, je les ai reconnus. C'est-à-dire que chacun de leurs combats, je me suis dit, ok, ça c'est du Nassourdine, ok, ça c'est du Damien, ça c'est du Taylor. Enfin, vraiment, il y avait, le seul qui m'a un peu étonné effectivement, c'est Grégory Baben, qui lui vient plutôt historiquement de la Snake Team, qui est plutôt très kickboxing et qui là nous a très surpris. Qui est chez Hatch maintenant. Qui est chez Hatch maintenant et qui du coup a fait des gros progrès. Il avait un moment off, même s'il était sur pas mal de victoires de suite. Effectivement, moi c'était ma grosse surprise. J'avoue quand j'ai vu son visage, enfin sur la carte, je me suis dit. Ah, il combat encore. Parce que je me suis dit, mince. Et la vraie bonne surprise, moi qui suis vraiment un amateur de toutes les luttes du monde entier, voir enfin un combattant de lutte sénégalaise sur un événement de MMA, c'était magnifique. Alors, rien de plus beau que de le faire en Afrique. Parce que là en plus, c'est une leçon. Il a clairement fait un combat incroyable. Non, mais dernière petite question sur Regrug, excusez-moi d'où. J'espère que j'ai pas dit. C'est bon. Non, pas tout de suite. 10 pompes, si. Non, sur Regrug, c'est est-ce que dans le futur, est-ce qu'il ne va pas y avoir un déficit tout simplement technique pour lui? Il va y avoir un déficit, surtout s'il veut passer à l'UFC avec l'USADA, à mon avis. Je dis ça, je dis rien. Tant qu'il sait pas les potions magiques de Maradona. On est d'accord. Néanmoins, moi, j'ai des doutes. Voilà. Sans parler du UFC, le RS se positionne clairement à l'avenir comme une des grosses organisations. Il y a quand même 4 events l'année prochaine. Donc j'imagine que les tests antidopage seront là, donc on verra. 8 2021. Non, mais après, il n'y aura pas du SADA. Du SADA est propre à l'UFC. Je dirais pas en face. L'événement français sera forcément plus contrôlé, j'imagine. Non, mais l'USADA est propre à l'UFC. Donc voilà, après, il y a des mecs au Bellator et même il y a des gars qui sont charges à l'UFC et qui passent entre les gouttes ou quoi que ce soit. Oui, ça fait partie de. Après, la performance est impressionnante. Juste pour lui, il va s'entraîner. C'est vrai qu'il est très amateur de boxe à New York quand même. Il commence, il va pas rester juste sur ses acquis. Après, c'est vrai qu'en termes de puissance
pur, c'est assez impressionnant. C'est un bulldozer. On va recentrer un petit peu sur les combattants desquels tu étais dans le coin. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais je crois qu'on m'a compris. On a compris. Tu étais dans le coin des frères Lapillus. Ouais. Si on demande des pompes à l'arbitre, on pompe. Dernier avertissement. D'abord, Damien. Damien, ouais, c'est une très belle surprise. Damien, on travaille ensemble depuis juin dernier. C'est son combat. Il a changé de surnom. C'est plus Frankenstein. Walking Dead. Bien trouvé, je trouve. Plus moderne. Et c'est un superbe retour qu'il est en train de nous faire parce qu'il a quand même pris Sajeski et collé un TKO à Sajeski round 2. Faut y aller, quoi. Propre, quand même. Vétéran de l'UFC. Voilà, vétéran de l'UFC et un super combat sérieux. Enfin, du Damien qu'on retrouve striker. Ouais. Voilà. De la sérénité quand ça part au sol, faut savoir quand même, et toi tu le sais très bien que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu. J'entendais quelqu'un dans son coin gueuler lève. Oui, alors toi t'as compris guerre au début. Mais alors, en fait, on a quelques petits mots comme ça, comme zombie, d'où Walking Dead, etc. Okay. Des petits codes, mais c'est vrai qu'il a une petite tendance, un petit défaut dans le passé, à baisser un petit peu les mains. Et donc là, c'est vrai qu'il m'a dit juste avant, rappelle-moi, n'oublie pas de me dire lève. Donc c'est pour ça que tu m'as entendu beaucoup de fois lève. Parce qu'en effet, Sajeski, c'est pas le meilleur des boxeurs, mais s'il envoie le parpaing, il faut pas la prendre, quoi. Tu vois, donc ça a été extrêmement sérieux. Et puis ça fait vraiment plaisir de le voir retrouver son striking. Un gros low kick, des grosses mains. Ce que j'allais dire, ça fait plaisir. Franchement, c'était très intelligent. Il a bien lancé la main card. Moi, juste sur Damien, même s'il a terminé donc très vite à TKO deuxième, je l'ai trouvé très patient. Oui. Stratège dans sa manière d'aborder le combat. Comme on dit. Exactement. Et moi, ça m'a agréablement surpris. Mais justement, les low kicks, je trouve qu'ils donnent cette impression un peu dans le combat. Ça te donne un moment pour réfléchir. Ce que j'ai très apprécié, c'est qu'il faisait low kick, droite, low kick, droite. Alors bon, il a pas fait que ça, parce qu'évidemment après, il avait perdu un petit peu ça avec le temps et combat très se retrouver pour lui, on est peut-être sur un petit. En tout cas, excellent travail parce que c'était pas le même Damien Lapillus que sur les derniers combats, même s'il n'y avait pas eu que des contre-performances avant. Là, on sentait vraiment. C'est une belle rencontre avec Damien aussi. Le petit frère. Je t'ai ramené un truc déjà du petit frère. Ah, qu'est-ce qu'il disait? Joli ça. Ah bah oui, on va le montrer. On peut pas le montrer quand même. Les gants du Ares. Le gant. Garde-les parce que Ares 1, attention, ça. C'est collector. Petit bisou. Voilà. Je vais même le mettre, tiens. Vas-y. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat? Écoute, c'était un combat très particulier au terme de préparation parce qu'il faut savoir qu'il l'a pris en short notice, donc entre 3-4 semaines, parce que normalement il était prévu de défendre sa ceinture et les champions coq au TKO. L'organisation du TKO, voilà, ils sont vrais là. Ouais. Oula, tu m'arraches pas une deuxième danse. Et c'est vrai que l'organisation est un peu en suspens pour le moment, donc on verra ça l'année prochaine. Et il a eu une autorisation pour combattre. Et comme Breno, qui combattait la Taylor, devait combattre Brian Caraway, ancien de l'UFC, était out. On a proposé le combat à Taylor et après réflexion, on a pris le combat. Et c'est vrai qu'il prend le combat en short notice, pas la meilleure préparation. Un petit peu de pépin physique aussi. Donc faut savoir, c'est ce qu'on va aussi essayer d'expliquer de temps en temps dans l'émission. Autant en boxe, il n'y a jamais un combattant qui y va à 100% physiquement. Ça n'existe pas. Après, là, il y avait. Sans parler du psychologique aussi. Voilà, exactement. Et là, il y avait quelques petits pépins, mais il a réussi quand même à tenir les 3 rounds face à un adversaire extrêmement sérieux. Très sous-estimé paradoxalement malgré son 12-1 parce qu'en effet il a un 12-1 avec de l'organisation mineure, mais quand tu regardes la vidéo du garçon de shoot et box, très costaud et un menton, faut savoir qu'il lui colle quand même, vous avez vu le combat, 3 knockdowns dans le premier round, dont le premier où tu as les yeux qui partent au blanc. Je crois qu'on a tous cru que ça allait se terminer. J'ai cru que c'était terminé. Et toi alors quand t'es au bord de la cage, je me lève, il y a tout de suite un arbitre qui me met la main sur l'épaule en disant calme-toi Coco. Voilà, c'est terminé. Et l'autre se relève, il lui fait un peu une Wilder Fury. Il se relève et derrière forcément quand il rattaque les jambes direct d'ailleurs. Et à la reprise de la deuxième, après ce qui s'est fait assaisonner dans la première, Breno repart mais fort et grosse pression. Et alors il y a la petite déception pour l'anecdote en effet de pas avoir les 10K parce que ce qui est fort avec le Ares, tu parlais de production, c'est qu'il y avait quand même des bonus de $10,000 pour les meilleures performances, meilleures soumissions, meilleurs fighters. C'est quand même ça déjà qui se place déjà tout de suite au-dessus de tout. Tu vois, Cage Warrior, t'es déjà au-dessus, tranquille. Dernière petite anecdote, Taylor se casse la main dans le premier round. C'est sur la. C'est bon à savoir. C'est peut-être pour ça qu'il va pas chercher le KO. Alors voilà. Ça, on en avait parlé en off. Tu m'avais dit, c'était ta question de savoir pourquoi justement
Après le premier, on se dit que la suite logique, c'est d'aller chercher, d'aller le terminer. Il y a la main, il y a le menton en face. Il y a la main, il y a le menton en face. Franchement, Breno à suivre si son coach est intelligent, parce qu'il a l'air d'être un petit con, son entraîneur. C'est dit, non, j'ai été poli, on a partagé un petit peu l'infirmerie ensemble et tout ça, et le mec l'engueule quand même après une prestation comme ça de Breno. Ah ouais. Bon, bref. Et il y a ça, et forcément en termes de préparation, un peu le manque d'explosivité. Et donc, il sait qu'il potentiellement, il faut tenir les 15 minutes. Et après, en effet, je voulais juste donner un petit mot parce que je trouve pas mal de gens assez ingrats sur la fin de son combat où il se met en position, tu sais, il le toise un petit peu, il met des positions comme ça, on dit « Ah, il essaye de faire du Venom Page, etc. » Alors, quand vous savez pas, les gens, vous vous taisez, arrêtez de parler. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de... Non, parce que, en fait, d'où ça vient ça, c'est qu'elle a pesé, en fait, Breno, à un moment, déjà, les deux face-à-face qu'ils ont eu, ça a été très intense, et il lui fait ça. Devant le visage, donc, à la réponse du berger à la bergère. Réponse à la fin, il lui fait ça, il lui fait tu tapes à côté, il se sent à l'aise. Qui plus est, moi je trouve ça très malin de la part de Taylor Lapillus. On le sait tous, Taylor Lapillus a été cuté de l'UFC à 3 victoires, 1 défaite. Incroyable. On peut quand même penser qu'il y avait un petit manque de show. C'est exactement ça. Avec ce fighter. Là, il montre qu'en plus d'être un tueur dans la cage, il va pouvoir faire un petit peu de show, vendre un peu mieux les combats. Je trouve ça très malin. Oui, et puis vraiment, je précise aux gens, c'est pas de la provocation. Après le combat, on s'est vu dans les vestiaires, etc. avec Breno. Et puis il y a eu l'accolade avec les deux mecs, on sait très bien. Laissons les réseaux sociaux parler. Quelques petites news avec 3 dates, des petites dates, avec des petits combats mignons. Quelques promotions. Le 18 janvier, UFC 246 en welter, un certain Conor McGregor, un amateur, contre un certain Donald Cerrone. Ça sera avec le casque et deux combattants, je crois amateurs, des petits nouveaux arrivent, mais il paraît que c'est pas mal. D'où le main event, je pense. Une phrase dessus, on peut une toute petite, allez, rapide, une toute petite phrase dessus. En welter, déjà, je pense que les deux, c'est une décision de Conor McGregor. Éventuellement, on poursuit avec Masvidal ou pas derrière. Quoique Dana White a quand même dit, s'il gagne là et le prochain combat que tu vas annoncer avec Khabib gagne, ils veulent faire la revanche pour une question de pognon. Ce qui paraît pas sportivement le plus logique. C'est un peu n'importe quoi en ce moment, Dana White aussi, parce qu'on rappelle qu'à l'UFC 245, Aldo a perdu contre Moraes. Néanmoins, ça dérangerait pas Dana de lui filer le title shot à Aldo au prochain combat. C'était quand même un combat serré. Oui, d'accord. Mais il a perdu. Donner un title shot à un perdant, d'ailleurs, je trouve légitime la défaite. Bref. Deuxième date, 8 février, UFC 240. Attention, on bavarde pas. On va faire les pompes. Ça va pas. Vous allez me laisser tout seul avec cri-cri. 8 février, UFC 247, John Jones contre Dominique Reyes. Ça va envoyer du câlin. Sportivement logique, mais premier face-à-face où tu te dis, le John Jones, qu'est-ce qu'il dégage encore ? Ouais, c'est fort. On va voir. Moi, j'attends impatiemment parce que John Jones, mine de rien, c'est un peu... Alors, pas ses combats, mais sa carrière, elle est carrément en dents de scie. Je veux dire, entre les problèmes... On aura le temps d'en reparler d'ici là, en espérant aussi que le combat ait lieu, on le répète, il ne faut pas que ça se blesse. Et puis alors là, vraiment, juste on en parle, mais pas trop pour pas se mettre l'œil. Le 18 avril, UFC 249, avec Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Touche du bois. Voilà, c'est juste la 5e fois qu'on essaie de le faire. On espère que cette fois, ça va marcher. Pour savoir qui sera le roi des légers. On enchaîne rapidement avec le MMA en France. On le sait, la légalisation a été retardée de minimum 1 mois parce qu'on attend le rendu du rapport du Comité national olympique et sportif français, qui visiblement étaient les seules personnes qui ne savaient pas que la deadline c'était le 1er janvier. Il y avait aussi une histoire un peu avec la fédération travailliste qui a mis un peu de temps à se décider, qui du coup, ça a un peu retardé tout ça. Tout le monde prend son temps. Ils prennent bien leur temps. Du coup, on en reparlera dans le prochain épisode. La bonne nouvelle ? Oui, il y a une bonne nouvelle quand même, t'as raison de le dire, Loïc. La fédé de judo qui se retire de la course, parce qu'on le rappelle, c'est une fédé déjà existante qui va chaperonner la fédération de MMA dans un premier temps. Donc ce sera pas la fédé de judo, tant mieux. Oui, c'est eux qui bloquaient tout depuis 20 ans de toute façon. Donc, pendant un long moment, on savait très curieux d'ailleurs qu'ils soient positionnés. Je pense qu'ils savaient très bien qu'ils seraient passés. La ministre a dû leur dire du zèle et puis pour prendre un petit peu de buzz. Je pense que c'est l'ego qui a fait que le judo ils n'ont pas déposé le dossier, quoi, tout simplement. Oui, ils sont bien les mecs. C'est l'ego. Ils ont compris à un moment qu'ils passeraient pas, que les lobbies qu'ils faisaient habituellement passeraient pas. La ministre, je pense, a mais ils se sont posé la question à un moment vraiment. Je pense qu'à un moment sur le sport pendant tant d'années, ils pensaient si on va venir. Ils sont puissants. En vrai, ils sont très puissants. C'est un vrai lobby. Restons sérieux, c'est quand même messieurs du judo. Du coup, il y a la fédé de lutte qui était quand même en pole position, mais
On a une fédé challengeuse qui arrive, la FFKMDA, la Fédération française de kickboxing, muay thai et disciplines associées, qui arrive. Donc ça, pareil, on en reparlera. La logique, ça serait la lutte quand même, vu qu'ils ont déjà le pancrace et le grappling combat qui sont en fait littéralement du MMA. Apparemment, la FFKMDA avait déjà quand même bien. Mais comme je vous le disais, on en reparlera dans un épisode suivant. Quand on aura l'info. Le crochet boxe. Maintenant, je me tourne vers notre vraie patte de Paname. C'est moi. Spécialiste. Joshua s'est imposé dans un combat sans éclat, ni round girls, face à un Ruiz Junior. Où on était. Oui, c'est normal, c'est normal. Ils auraient pu faire des round boys. C'est pas le délire non plus. C'est pas le délire non plus. Non. Le clash des dunes, donc avec un Ruiz Junior qui semblait, je trouve, tu vas me dire ce que t'en penses, hors de forme. En Arabie Saoudite. Clash of the Dunes. Voilà. Ils vont me foirer tous mes lancements pour un truc, ça va pomper sale, hein. Attention. Ruiz Junior, donc je le disais, qui semblait hors de forme et piégé, je pense, par le syndrome néo-champion. Par le syndrome des tacos aussi. Tacos aux du sneakers. McDo, du sneakers. Et de la fiesta. Il s'est très mal préparé. Du plus 7 kilos. Donc qu'est-ce qu'on peut imaginer prochaine étape pour Joshua? Une belle Ruiz Junior Joshua, ou alors enfin le combat tant attendu contre le vainqueur de Wilder Fury 2, ou autre chose. Je vois à ton regard autre chose. Dis-moi tout. Pour Joshua, Ruiz, c'est terminé. Ça c'est sûr. Tu nous l'annonces. À mes yeux, et aux yeux de son promoteur, le truculent Eddie Hearn, le très volubile. Tu l'aimes bien, lui, hein? Franchement, si j'étais boxeur ou si j'étais fighter de quel que soit le sport, j'adorerais que ce soit mon promoteur. Okay. Ce qui fait un super travail. Après, quand tu es fan et que tu veux voir certains combats il bloque un peu les gros fights, quoi. Les super fights. Il fait un peu ce qu'il veut. Et donc le plan, là, concrètement, pour Anthony Joshua, c'est qu'il a 2 mandatories. Parce qu'il a repris donc les 4 ceintures qu'il avait perdues en juin dernier. Et donc 2 des ceintures doivent être remises en jeu de manière obligatoire. Défendre ses titres. Voilà. Alors il a le choix de ne pas affronter ces 2 mecs-là qui lui sont imposés. Mais s'il les affronte pas, pardon. Qui sont-ils, mon cher Christian? Alors le premier, c'est Kubrat Pulev. Ouais. Alors c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce qu'en 2017, il devait déjà l'affronter. C'était en octobre 2017. Oui, monsieur. Il était blessé. C'est Takam qui a pris le short notice. Très bon combat de Takam, d'ailleurs. Il fait un très beau combat. Et lui, il n'a pas eu de revanche. Lui, non. T'as bien fait le truc, mais next. Ils ont eu peur, à mon avis, le clan Joshua de face à Takam. Je sais pas. Je pense que c'était... Après le combat, je veux dire, ils se sont dit, oula, client. Je pense que c'était une étape sur le parcours. Mais bon, après, ça, on pourra en débattre une autre fois. Ça, ce serait plutôt au mois d'avril, je suppose. En fait, les 2 fédérations qui s'opposent, qui sont à la WBO et l'IBF, doivent, entre guillemets, se mettre d'accord sur qui a le premier combat, qui a le premier championnat du monde. Pour l'instant, de ce que j'entends et de ce que je peux lire à droite à gauche, ce serait donc en avril pour Kubrat Pulev, pour le titre IBF, il me semble, et septembre ou fin d'année face à Alexander Usyk, qui est un vrai client, l'Ukrainien Alexander Usyk, champion olympique, champion de tout en cruiserweight. Il avait toutes les ceintures. Il fait le pari d'aller en poids lourd et à mon avis, c'est la seule inconnue de ce combat-là. Comment il va s'adapter à la puissance d'un Joshua, même si Joshua n'est pas forcément le plus gros frappeur de la division, mais comment il va s'adapter à ça. La prise de poids, est-ce que ça va affecter sa mobilité, sa vitesse, sa précision? C'est plein de petites choses que je suis vraiment pressé de voir si le combat a bien lieu. Et certes, tout le monde veut voir Wilder, tout le monde veut voir Fury face à Joshua. C'est normal, je veux les voir aussi. Mais Pulev et Usyk, c'est 2 gros combats quand même pour Anthony. Avec ce que tu nous dis, du coup, on se rappelle qu'après la revanche, Ruiz Junior Joshua, après sa victoire, retise un petit peu sur le combat contre Wilder ou Fury. Il fait son travail. Wilder, lui, dit derrière que de toute façon, ça n'arrivera jamais, qu'en gros, Joshua, elle l'évite et que ça marchera pas. Là-dessus, Joshua retweet en invectivant un petit peu la foule, les fans. Il fait appeler, je suis le champion du peuple, je veux faire ça pour tout le monde et tout. Wilder, lui, réembraye le pas en disant oui, allez, faut pousser, faut l'avoir, faut mettre la pression. Du coup, Wilder oublie un petit peu qu'il a une échéance fin février. Grosse échéance. Quand même. Très grosse échéance. Il s'en rappelle. Et c'est d'ailleurs là-dessus que je veux t'emmener. À quoi on peut s'attendre pour cette revanche Wilder-Fury?
C'était terminé par un match contest. Hein. Exactement. L'équation pour Tyson Fury, elle est très simple. L'équation Wilder pour Tyson Fury, elle est vraiment d'une simplicité folle. Ouais. C'est qu'il faut éliminer la main droite. C'est ça. Mais il faut le faire. Le problème, voilà. c'est qu'aucun des adversaires de Deontay Wilder jusqu'à présent n'a réussi à éliminer la main droite. Tyson Fury compris. Parce qu'il va quand même 2 fois au sol sur le premier combat. Il se relève, on sait pas Il comment. se relève, il revient du diable Vauvert, c'est incroyable. Et il termine le combat en trombe. J'aime beaucoup cette expression, Christophe. Non, Diable Vauvert. Ah. Merci. Continue, je suis en France. Sur la fin du premier combat, il faut pas oublier que Fury est vraiment pas loin de faire tomber, de faire tomber Wilder. Il est même sacrément devant au point. Voilà. Et Fury, est pas un très gros frappeur. En revanche, c'est un technicien hors pair. Ouais. Et ça, on peut très clairement s'attendre à ce qu'il surclasse techniquement Wilder, à ce qu'il tourne autour de lui, qu'il le touche, que ce soit vraiment limite target practice. Par contre, faut qu'il trouve le moyen d'éliminer la main droite, quoi. C'est ça. C'est l'équation la plus... Une clé de bras. C'est vrai qu'une clé de bras, je peux lui apprendre s'il veut. C'est vraiment le truc le plus difficile. Je pense que si on prend toute catégorie confondue, l'équation la plus difficile dans le monde de la boxe actuellement, c'est probablement la main droite de Wilder. Eric, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ce boxe-jeu ? De ce boxe-jeu. Bah écoute, si on doit juste revenir un petit peu sur Joshua, notamment, je voulais avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que c'est pas le fighter qui m'excite le plus chez les poids lourds, je t'avoue. C'est pas bandé. Par contre, je trouve que les gens ont été assez durs avec lui sur sa prestation, parce que il faut voir d'où il revient à cette défaite. Et là, une autre défaite, je pense que c'était terminé. C'était terminé. Il vient faire le job. Il perd son poids alors que l'autre en prend beaucoup. Techniquement, il a perdu 6 kilos. Ruiz en a pris 7. Donc par rapport au précédent combat, donc la différence, elle est quasiment de 20 kilos. Techniquement, je l'ai trouvé vraiment propre, c'est-à-dire voilà son gros jab, le mouvement latéral et tout ça, un peu du Klitschko style. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était sparring partner. Vraiment, mais et si je prends le Wilder, en effet, techniquement, c'est assez pauvre. On est d'accord sur son combat contre Ortiz. Il le dit lui-même. Ortiz le surclasse en technique de boxe. Mais par contre, il a la foudre. J'ai le barreau pendant tout le combat parce qu'à tout moment ça peut tomber. C'est ça. Et en effet contre Ortiz quand la tête elle part, je suis là à la dernière seconde. Mais attends, c'est incroyable. Donc du coup, en effet, je me demande juste. Juste petit crochet par rapport à Ruiz quand tu parlais en effet de l'argent. C'est vrai qu'un mec quand même qui passe de $200 000, il y a 2 combats. Ça a changé sa vie. Et sur le dernier, il prend 20 millions. J'imagine qu'en effet. Il faut acheter des sneakers. Là. C'est ça. Là, il y a pas mal de sneakers. Mais est-ce que finalement, un combat, toi, tu penses quand même qu'on va l'avoir, ce Joshua Wilder ou Fury un jour? Parce que c'est peut-être. Enfin, tu me dis. Attention de faire la différence entre y croire et l'espérer. Alors, pareil. moi, je pense que. Moi, j'y crois. Tu crois Pour la simple et bonne raison que pour. La legacy, si je puis dire en anglais, de ces 3 mecs-là, il faut qu'ils s'affrontent. Alors, Fury et Wilder s'affrontent. Il faut que Joshua rentre dans l'arène. Alors oui, mais Joshua, pardon, mais il peut pas faire le roi et rester. Joshua, en termes de marketing, il est déjà au sommet. Alors on pourra toujours lui dire, comme on a eu d'autres champions avant, il lui manquera toujours. On est bien d'accord. Sportivement parlant, il lui manque ces 2 grosses têtes. S'il les tape pas, il marquera pas la légende. Il marquera pas l'histoire. S'il veut marquer l'histoire, il faut qu'il en tape un des 2. Il le faudrait. Mais est-ce qu'il n'arrivera pas toujours, justement, avec les autres ligues qui lui demandent de défendre ses ceintures, etc. Il aura toujours une bonne excuse. Après, tout est une histoire de choix. Il pourrait lâcher les 2 ceintures qu'on l'oblige à défendre là en 2020 et se dire, je prends le vainqueur de Fury Wilder 2 et ensuite, le combat d'après, je prends celui qui est disponible. C'est totalement possible. C'est pas le genre. Après, c'est pas le genre d'Eddie Hearn. Moi, je sais pas si Joshua... Lui, dans sa tête, il se dit pas. C'est vrai. C'est un compétiteur. C'est un paramètre. Je pense qu'il se dit, et il sait qu'on lui reproche de ne pas affronter ces 2 mecs-là. S'il le sait pas, il est sourd. Il en est conscient. Et si c'est un compétiteur. Il doit y avoir un petit peu d'ego quand même. Bien sûr. C'est vrai que si derrière tout ça, le promoteur est en train de lui dire, attends, on va aller prendre l'argent là, quand même, parce que c'est quoi les bourses? C'est $80 millions le dernier combat. Là, il a pris plus de 60, ça c'est sûr. Oui, voilà, je crois que c'était 80 millions. Si tu as ton premier qui dit ça et au fond de toi, tu dis, mais j'ai quand même envie d'aller prouver à tout le monde. Imagine t'es le premier à faire tomber Wilder. Là, la légende, elle s'écrit. La légende, elle s'écrit. Mais par rapport au combat de Joshua contre Ruiz Junior, la revanche, moi, Joshua, même si en effet, je le trouve très clean et puis il va faire le job, récupérer ses ceintures,
Je l'imagine pas devant un Wilder ou un Fury. Parce que là, il s'est quand même mis. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Fury aussi, parce qu'on parle beaucoup de Deontay et d'Anthony. Mais le Tyson, Fury. Gros fan. On a entendu parler de catch, on a entendu parler de MMA. Il s'est fait plaisir. Là, 22 février, il y a un vrai combat, il y a vrai quelque chose. Mais on reviendra dessus, prochain épisode aussi. Mais on doit parler de ce client-là quand même. Surtout qu'il part, il part quand même avec un gros ascendant psychologique, vu qu'on a appris hier qu'il a quitté son entraîneur avec qui il était depuis 2 ans, entraîneur qui l'a fait sortir de sa mauvaise passe, drogue, boîte de nuit et compagnie. Bon, parce que Gypsy King reste le Gypsy King, comme dans Snatch. Je pense que le lifestyle devait être amateur. À peu près pareil. T'aimes bien les chats T'aimes les chats Et c'est vrai qu'effectivement, il reste sur un combat gagné au point, où surtout les points qu'on a retenus, c'est les 47 points de suture qu'il a eu sur le visage. D'ailleurs, si c'est pas lui, on l'arrête à mon avis, non, à ce combat-là. Voilà. Pisser le sang, c'est horrible. Donc Wilder, lui, il est encore invaincu. Il est sur quasiment que des KO. Il est sur un dernier combat où l'autre voit. Il parle chinois à la sortie du ring. On voit, il sait même plus où il est. On a l'impression de voir les mecs qui se font étrangler, qui se réveillent. Encore Ortiz, sans revenir sur le combat, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il le surclasse, mais en 1 seconde, c'est ça. Mais c'est ce qu'il dit toujours. Il dit j'ai besoin de 2. Enfin, tu m'as dit tout à l'heure en off. Non, effectivement, 1 seconde. Mais moi, je disais 2 secondes. Mais ouais, il a besoin d'une patate et c'est fini, quoi. Bon, rendez-vous en tout cas le 22 février. On en reparlera d'ici là, en espérant que personne se blesse, comme d'habitude dans les sports de combat. C'est quand même très important. Moins courant quand même en boxe anglaise que. Moins quand même. En régie, on me dit qu'on n'a pas le temps pour le quiz. Du coup, on va le faire. C'est le bazar général. Quiz BG, une question sur 2, une question MMA, une question boxe. J'annonce les points à pouvoir gagner. Et le perdant pompe. Un petit peu de. Ah bah oui, évidemment, le dernier pompe. Oh mon Dieu. Avec le vainqueur assis sur les omoplates. C'est la base. Non, c'est l'encyclopédie. C'est mi-MMA, mi-box. Et c'est pas des trucs encyclopédie, c'est des trucs vraiment à la con. Première question MMA pour 1 point. Avec 7 heures, 12 minutes et 33 secondes. Là, c'est ma petite bouteille. Avec 7 heures, 12 minutes, 33 secondes passées dans l'octogone, quel fighter ou fighteuse a passé le plus de temps dans une cage UFC? UFC. Allez les gars. Frankie Edgar, je pense. Frankie Edgar. Ouais, parce que vu le nombre de chances de titre comment en synchrone, etc. Un point pour Eric. On a une régie pour ça. Boxe maintenant pour 1 point. Quel boxeur 2 fois champion du monde a mieux gagné sa vie après sa carrière sportive? Foreman. Bien. Pourquoi? Comment? Barbecue. Oh là là. Moi, je suis désolé. Je dis 2 points. Pour un vegan. Précise-moi la catégorie. Je dis 2 points. Non mais précise-moi la catégorie. Non, un mec du MMA, il a trouvé la réponse. 2 fois champion. Tu te rends compte le nombre de doubles champions du monde qui ont mieux gagné leur vie? Les barbecues. 2 points pour Loïc avec le barbecue. 2-1-0. MMA. On se souvient tous du KO le plus rapide de l'UFC de Jorge Masvidal sur Ben Askren lors de l'UFC 239. Mais qui a infligé le KO le plus tardif de l'histoire de l'UFC? C'est un chouchou, donc forcément, je sais. Yair Rodriguez. Ok, contre qui? Coréen Zombie. À quel event? Ah mais oui. Bah oui, le coup de coude retourné. Pour 1 point de plus. J'ai tout répondu. 2-2-0. Putain, juste 1 point. Et pourquoi les points box rapportent plus? Alors, je suis content. C'est point box parce qu'il y a le barbecue. Il y a un barbecue, il a. Ah non, avec toi, fallait dire UFC Fight Night 139. Je suis oui, mais on n'est pas là pour déconner. Ah oui, d'accord, j'ai eu 2 points, j'ai précisé. J'aime pas tes manières de faire. Attention, box. J'ai point barbecue. Moi, je donne. Attention, ça va pomper là. Box, j'aime bien comment ça. Hop là. Box pour 1 voire 2 points, mais à mon avis, il n'y aura même pas 1 point, encore que je ne peux pas vous sous-estimer. Quel boxeur a fait un rêve dramatico-prémonitoire qui s'est révélé exact avant un combat? Tyson. Faux. C'est bien le genre de Tyson. Non, quand on a faux, on se tait après. Un mec serait décédé sur le ring ou qu'il y aurait eu un accident, il y a de ça. on essaie de chercher. Papa. Dieu. Faut donner sa langue au chat quand on sait pas. Il y a eu une paire de morts. Et très connu. Il y en a eu pas mal, ouais. Pas mal quand même. Whittaker. Non. Oui, allez, Christian, faut y aller. Christian, non, tu l'as pas.
Sugar Ray Robinson contre Jimmy Doyle. Robinson, c'est les années 5. Moi, je connais très bien. Vas-y. Robinson rêve la veille du combat qu'il tue son adversaire sur le ring et décide de renoncer au combat, qui aura finalement lieu après qu'un prêtre et un ministre ont réussi à l'en dissuader. Et puis, il déclare pas forfait et puis il tue son adversaire. Okay. Voilà, j'ai mis l'ambiance, là je suis content. Okay, c'est bien. Question MMA pour 2 points. Quel combat entre les deux mêmes fighters s'est terminé exactement de la même façon, exactement au même moment du combat, à exactement 3 ans et demi de différence? Moi, je l'ai pas là. Je vais donner ma langue gauche à direct, je vais pas chercher. Allez, je donne ma langue gauche à direct. J'ai pas envie de réfléchir là. Garçon. Je répète, quel combat entre les deux mêmes fighters s'est terminé exactement de la même façon? Jones contre Cormier? Non. Brian Bowles contre Damasio Page par guillotine au premier round. Ouais, je l'avais en fait. Après 3 minutes 30 au WEC 35 le 3 août 2008 et à l'UFC 1 vs 3 le 3 mars 2011. Tu m'as pas laissé... Je sais, mais je suis comme ça, c'est la cruauté du haut niveau. Je l'avais. Boxe maintenant pour 1 point, je rappelle les scores 2-2-0. Ça a pompé. Merci. En boxe, qui a déclaré que l'abstinence sexuelle pendant 2 mois avant un combat le rendait imbattable sur un ring? Klitschko a beaucoup parlé de ça. Un champion? Un champion. Récent? On n'a pas de... Pas tellement, non. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Bah ça lui ressemble un peu, ouais. 3-2-0. Question ça. MMA. Qui a déclaré qu'avoir beaucoup de relations sexuelles avant un combat favorisait sa victoire dans la cage en faisant monter son taux de testostérone? Pour 1 point. Un Diaz, un McGregor. Alors, on peut demander à la régie de pas flinguer les quiz. Ce serait quand même assez sympa. Parce que nous, on va pas expliquer que la régie a failli flinguer l'enregistrement. Donc, merci. Donc, 1 point pour rien. En effet, c'est Ronda Rousset. Est-ce que vous saviez, pour la petite info, que Rickson Gracie a toujours dit l'inverse? C'est-à-dire que lui, il a toujours défendu le côté un peu Bushido. Genre, lui, il se retenait 2 mois. Ça va pas te rapporter de points. Allez, 10 points, putain. Non. Mais toujours 3-2-0 et moins 1 pour la régie. Question boxe maintenant. Qui est le premier Français champion du monde de boxe? Cerdan. Faux. Non, c'est pas ça. Non. 1914, 15, un truc comme ça. Non, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Putain, j'ai pas envie de dire le connerie parce qu'on en a il est sur le bout de la langue. Carpentier. Non mais j'essaie de me souvenir. La salle. L'année pour 1 point de plus. Je lui laisse. 1922. 1920. 3-3-0. Tu peux lui donner un demi-point pour le... Non, désolé. Je ne l'accepte pas. Question MMA pour 1 point plus un autre point si on donne l'événement. Qui est le premier Français à avoir participé à une compétition majeure de MMA? Le Jiu-Jitsuka français, merde. Attention. Jarzetti. Non, putain, c'est l'autre. Éliminé. Là, je vais dire une connerie, donc ça va pas être lui, c'est pas Lyodin. Non. C'était au Pride. C'était au Pride. Ah non, mais... Chez Congo. Non, c'est bien plus vieux. C'était Gilles Arsène. Gilles Arsène au mais Pride. non, mais j'étais sur l'UFC dans ma tête. Au Pride 23, le 24 novembre 2002. T'as dit MMA? J'ai dit compétition majeure de J'ai MMA. un point. Ah mais moi j'ai dit UFC moi, dans ma tête. J'ai un point. Ah bah non. J'ai dit l'événement. Ah ouais non mais t'avais... je ne rate pas par J'avais Gilles Arsène dans la tête. Et ça va être joli parce que d'ailleurs, sur l'UFC, la dernière question est une question de MMA certes, non de boxe pardon. Ok. Mais elle peut rapporter 3 points. Oh putain. Il y a 3 points à ma gauche, 3 points à ma droite. Ça veut dire qu'il faut que je prenne, c'est ça? Il faut écouter attentivement la question. Quel Français est à l'origine du sport hybride mêlant boxe anglaise et jeu d'échecs appelé chessboxing? Maillard Monchipour peut-être, non? Faux. Non, ça j'ai ça. Anthony Rode. Tu l'as? Faux. Anthony Rode, je pense que je vais gagner. Je pense que je vais gagner le quiz. Ah, vas-y. C'est parce que j'ai vu des images et ça fait un moment. Enki Bilal. Exactement. Tout à fait, bravo Eric. Si vous avez jamais vu les images, ils sont dans un ring, il y a un truc d'échec, ils ont un casque. Dans sa BD, non mais sérieux. Dans sa BD Froid Équateur paru en 92, il inspirera le Hollandais Jeppe Rubing qui créera en 2003 la fédération officielle de chessboxing dont le premier événement a eu lieu à Berlin la même année. Les règles 11 rounds de 3 minutes
qui alterne entre échecs et boxe. On commence et on finit par les échecs. Le combat s'arrête en cas d'échec et mat ou de KO. Si à la fin des 11 rounds, il n'y a ni KO, il va pomper lui. Et si à la fin des 11 rounds, il n'y a ni KO ni échec et mat, c'est le fighter qui mène au point en boxe qui gagne. Et s'ils sont à égalité en boxe, c'est celui qui avait les pièces noires aux échecs qui gagne. Des pièces noires. Voilà. Bah oui, parce que tu commences en deuxième quand t'as les pièces noires, donc. Non, mais je vais regarder. C'est ce que je disais pour la petite info. Il y avait eu ce même genre d'événement avec Anthony Rod, qui était un combattant français des années plutôt de 2000, qui était un très bon joueur d'échecs et qui avait fait combat de jiu-jitsu. Enfin, de lutte livrée grappling. Donc JJB. Et en plus, le JJB, on appelle ça les échecs des arts martiaux. Je l'ignorais, pour ça tu as un point. Non, je déconne, tu as perdu. C'est Eric. Quelle est la viabilité de ces disciplines ? Je veux pas dire sport, de ces disciplines. Eh ben écoute, ça a plus de 15 ans déjà. Ils sont milliardaires. En fait, tu pourrais t'y mettre parce que t'es un très bon joueur d'échecs. Si je ne m'abuse. Il a beaucoup d'échecs dans sa carrière. Je suis meilleur joueur d'échecs que boxeur. Ça, c'est ça, je sais. Ça, oui, ça, c'est évident. Mais je suis pas sûr que je tiendrai la route. Merci, messieurs. Félicitations à Eric. Quand même. Pour avoir gagné. Voilà, on offre le gant de Taylor Lapillus qui s'est imposé au RS1. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Bagarre Générale. Merci de nous laisser des commentaires sous la vidéo, vous savez comment ça marche. Et on se retrouve le mois prochain, en janvier, sans doute, on espère, après le combat de Conor McGregor contre Cerrone. Je crois que tu ne seras pas là physiquement avec nous. Je vais peut-être être là-bas. Là-bas pour le combat de McGregor. Très bien, mais on t'aura sans doute en duplex. Duplex ou alors je suis peut-être rentré juste à temps. Oh là là, c'est du suspense. Voilà. Merci à toutes, merci à tous, à bientôt, merci messieurs.